Aïssata est dehors. Elle marche lentement, dans une ruelle étroite, les pieds lourds et l'âme épuisée. Il fait nuit. L'air est humide. La ville est silencieuse mais son cœur hurle de l'intérieur. Elle n'a nulle part où aller. Elle ne sait même pas par quoi commencer. Le ciel est couvert, la lune absente. Une seule lumière filtre depuis un lampadaire défaillant qui clignote au loin. Chaque pas résonne dans sa tête comme une gifle supplémentaire à sa dignité. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Elle avance simplement comme si marcher était la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler. Elle trouve refuge dans un vieux garage abandonné. Un endroit oublié où l'odeur de l'huile brûlée se mêle à celle de la poussière. Elle s'y installe sans réfléchir, elle s'assied au sol, pose son sac comme un coussin, s'enroule dans un pagne humide. Elle ferme les yeux mais le sommeil ne vient pas. Il y a trop de colère, trop de douleur, trop de questions sans réponse. Et c'est là qu'une voisine frappe à la tôle et entre les yeux brillants d'urgence. Eliman est tombé dans la rue, on l'a emmené à l'hôpital, il est mal. Aïssata se lève d'un bond, oublie qu'elle a faim, oublie qu'elle a froid. Elle court dans les ruelles sans regarder derrière elle, pousse les portails, traverse des carrefours sans se soucier du trafic. L'hôpital n'est pas loin mais le chemin semble interminable. Les couloirs de l'hôpital sont glaciales, les murs sales. L'odeur du désinfectant se mêle à celle de la misère, elle traverse sans demander la permission, bouscule une infirmière, trouve Eliman dans une salle commune, allongé sur un lit métallique. Il est là, il respire faiblement, son regard est flou, mais il la reconnaît. Elle s'approche et elle prend sa main. « C'est moi, Baba. C'est moi, Aïssata. » Il ne répond pas tout de suite, ses lèvres bougent à peine. « Tu as survécu, alors tu as gagné, moi, j'ai tout perdu. » Elle secoue la tête, les larmes aux yeux, elle veut lui dire que non. Qu'il n'a pas perdu, qu'elle est là. Mais il détourne le regard. « Tu n'aurais pas dû partir, tu étais mon seul trésor. Et tu m'as laissé pour ce monstre. » Ces mots la traversent comme une lame. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Il ferme les yeux. Son souffle devient plus lent, plus faible. Et sans prévenir, sans cri, sans bruit, il s'arrête. Aucun médecin ne court. Aucune alarme ne sonne. Juste un infirmier qui vient, doucement, avec un drap propre. Il le couvre. Et c'est terminé. Le monde d'Aïssata vient de mourir. Pour la deuxième fois. Il ne reste plus rien. Plus de toit. Plus de figure paternelle. Plus de voix rassurante. Juste ce vide. Immense. Insupportable. Un vide qui n'a même plus la forme de la douleur, mais celle du silence. Aïssata ne pleure pas. Elle passe plusieurs jours dans ce garage abandonné, entre cartons mouillés et tôles rouillées, sans parler à personne, sans se plaindre, sans attendre rien de personne. Elle vend les quelques objets qu'il lui reste, un vieux téléphone cassé, 2 bracelets de pacotille, un foulard qui appartenait à Eliman. Pas pour manger. Pas pour fuir. Mais pour s'inscrire à l'Institut culinaire de Dakar, comme femme de ménage. Elle n'a pas le droit d'entrer dans les cours. Elle nettoie la nuit. Elle balaie les cuisines quand tout le monde est parti. Mais pendant la journée, elle observe, elle retient. Elle écoute derrière les portes. Et la nuit, seule au milieu des casseroles encore tièdes, elle s'exerce. Elle ramasse les légumes jetés. Elle coupe. Elle assemble. Elle goûte. Elle recommence. Sans relâche. Chaque soir, les mêmes gestes. Les mêmes couteaux. Les mêmes silences. Elle ne veut pas devenir cuisinière. Elle veut devenir une arme. Et c'est justement un soir, très tard, qu'un homme entre dans la cuisine. Henri Delacour. Un vieux chef français à la retraite, col blanc impeccable, regard sévère, qui la fixe sans dire un mot. Il la surprend, penchée sur une assiette qu'elle vient de dresser. Elle sursaute. « Tu veux voler mes recettes ?» dit-il sèchement. Elle se redresse. La voix ferme, sans arrogance. « Non. Je veux comprendre. Et ensuite, je veux faire mieux que vous. » Un silence s'installe. Puis il marche lentement vers elle. Il prend un couteau posé sur le plan de travail, le lui tend, et murmure « Coupe-moi ces oignons en brunoise. Si tu rates, tu pars. » Elle attrape la lame. Elle ne tremble pas. Elle coupe.
C'est parfait. À partir de ce soir-là, Henri devient son mentor. Il lui apprend sans douceur, sans flatterie, sans pause. Il la pousse. Il la bouscule. Il lui crie dessus. Mais elle encaisse. Elle absorbe. Elle transforme. Pendant 2 ans, elle s'entraîne dans l'ombre. Pendant 2 ans, elle taille, elle goûte, elle échoue, elle recommence. Elle apprend le feu, le froid, le tempo, le silence entre 2 saveurs. Elle apprend la rigueur du couteau et l'intelligence de la casserole. Elle apprend à dominer la matière, à imposer sa volonté aux ingrédients. Et un soir, Henri la regarde finir un plat, sans dire un mot. Puis il pose une main sur son épaule. « Tu es prête ?» Elle lève les yeux. « Tu vas brûler ce monde. » Et il le mérite. 2 ans plus tard, la ville a changé. Mais pas autant qu'elle. Elle sort d'un taxi, lentement, vêtue d'une robe noire taillée sur mesure, sans bijoux, sans bruit, ses cheveux sont tirés en chignon élégant, son visage calme s'est pas rassuré. Elle ne porte plus de peur. Elle ne porte plus de honte, elle ne porte que la certitude silencieuse de ce qu'elle est devenue. Aïssata n'est plus une domestique. Elle est une chef formée dans l'ombre, forgée dans le feu, bâtie sur les ruines de sa propre histoire. Elle ouvre la porte d'un local discret, au cœur d'un quartier vivant. L'enseigne au-dessus est simple, So gastronomie privée. À l'intérieur, tout est encore modeste, mur blanc, table de bois brut, cuisine ouverte, 2 fourneaux, un petit frigo, mais l'espace respire la précision. L'intelligence et la renaissance. Elle travaille seule au début, puis elle forme 2 jeunes. Un garçon venu de la rue. Une fille échappée d'un mariage forcé. Elle leur enseigne les bases avec rigueur mais sans violence. Avec exigence mais avec respect. Et surtout, elle leur parle comme à des futurs égaux. La rumeur commence à courir. Une jeune femme mystérieuse, une fille du feu, cuisine dans un petit restaurant sans menu fixe. Les plats changent chaque jour, mais chacun d'eux touche au cœur. Un soir, un homme puissant goûte son plat. Le lendemain, elle reçoit une invitation. Un carton noir, doré sur les bords, signé d'un nom qu'elle n'a pas oublié, Karim Diabaté. Un gala. Un événement de prestige. Une table réservée aux personnalités. Une cuisine gérée par plusieurs chefs étoilés, mais elle est invitée en tant qu'invitée d'honneur. Elle accepte. Non pas par vanité, mais parce qu'elle sait que ce moment fait partie du plan. Elle arrive le soir du gala, vêtue d'une robe noire sobre, les cheveux tressés, relevés avec une élégance discrète. Elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à s'imposer. Elle entre dans la salle. Les conversations se figent à peine. Elle n'a pas besoin qu'on la remarque. Elle sait déjà qu'ils la verront. Karim est là. Entouré de diplomates, d'hommes d'affaires, de femmes politiques. Il parle fort, rit plus fort encore. Mais quand son regard croise celui d'Aïssata, un bref silence naît au fond de ses yeux. Il ne la reconnaît pas immédiatement. Et c'est cela, la première victoire. Nassir est là aussi. Plus maigre. Plus pâle. Plus discret. Il la regarde avec un mélange de troubles et de souvenirs qu'il n'a jamais su effacer. Elle ne salue personne. Elle ne mange rien. Elle observe. Puis elle entre dans les cuisines. Et sans même se présenter, elle prend les rênes. Les autres chefs hésitent. Mais elle n'a pas besoin d'autorisation. Elle travaille. Elle dresse. Elle ordonne. Et au bout d'1 heure, la cuisine entière est suspendue à ses gestes. Elle prépare le plat principal. Elle l'envoie. Karim goûte. Nassir goûte. Ils ne disent rien. Mais leurs yeux parlent pour eux. Quelque chose a changé. Quelqu'un est revenu, et ce quelqu'un n'a plus l'intention de se taire. Le plat est posé devant lui. Nassir le regarde, sans bouger. Il est seul à sa table, au milieu de cette salle pleine de rires feutrés, de couverts qui s'entrechoquent, de conversations brillantes et fausses. Il prend une première bouchée, et tout s'arrête. Le goût est unique, connu, inoubliable. Une association d'épices qu'il n'a goûté qu'une seule fois. Il ferme les yeux, il revoit une petite cuisine, une silhouette penchée sur une marmite, un silence trop lourd, une dette de 1 million qu'un homme n'avait pas pu payer. Il comprend, il se lève brusquement, il traverse la salle, sans mots, sans bruit, bousculant une serveuse, ignorant les regards. Il marche comme un homme qui ne contrôle plus ses jambes.
Il pousse la porte de la cuisine, et elle est là, debout. Calme. Vêtue d'une veste de chef noire, mains croisées. Regard fixe, il s'arrête net. Le monde autour de lui disparaît. Il ne voit qu'elle. C'est toi. Elle ne répond pas. Elle ne sourit pas. Elle ne bouge pas. Mais tout, dans son regard, dit oui. C'est moi. Et je suis venu te rendre ce que tu m'as volé. Karim entre à son tour dans la cuisine. Il reconnaît Aïssata immédiatement. Son visage se durcit. Il tente un sourire. Tu cuisines toujours aussi bien ? Tu aurais pu faire carrière depuis longtemps si tu avais été un peu plus obéissante. Elle avance d'un pas, pose calmement une petite boîte noire sur la table de préparation. J'ai quelque chose à vous faire entendre. Elle appuie sur un bouton. Une voix s'élève. La voix de Karim. Froide. Sûre de lui. Enregistrée il y a longtemps. Ce pays, je le tiens par la gorge. Les juges, les flics, les ministres, tout le monde mange dans ma main. Et ceux qui ne mangent pas, je les affame. Karim veut refermer la boîte. Elle la repousse doucement, sans violence. Nassir ne dit rien. Il écoute, il comprend, il voit tout ce qu'il n'a jamais voulu voir. Karim recule. Il murmure quelque chose, mais sa voix est brisée. Deux journalistes, présents au gala, s'approchent. L'un d'eux filme discrètement avec son téléphone. L'autre note. La vérité vient de s'ouvrir. Et elle ne rentrera plus dans sa boîte. Aïssata fixe Nassir, calmement. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour nettoyer. Pour assainir. Tu as été complice, même en restant silencieux. Et le silence, parfois, est pire que la trahison. Il baisse la tête. Incapable de répondre. Karim sort de la cuisine en trombe, incapable de respirer, incapable de contrôler ce qui vient de tomber sur lui. Et Aïssata, elle, ne bouge toujours pas. Elle reste droite. Solide. Immobile comme un verdict.